Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de ce week-end, un petit peu particulier étant donné que je t'ai préparé une surprise. J'ai monté une vidéo avec une FAQ de Scarlett Sinclair qui est clairement une auteure best-seller du monde entier, qui est reconnue dans plus de 13 pays différents avec des millions de ventes, notamment celle des trilogies d'Hadès et Perséphone et la saga d'Hadès. Et c'est avec joie aujourd'hui que je te propose l'avis critique. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur la FAQ avec Scarlett Sinclair, je te conseille d'aller la voir après la vidéo. Je te mets une petite fiche ici ou ici, mais je crois là, pour pouvoir la découvrir. Scarlett Sinclair est une auteure phare, extrêmement reconnue en France, mais pas que. Elle cumule des ventes avec des millions de ventes dans près de 13 pays différents. Et c'est peu dire, avec je ne sais combien de traductions littérales. Donc c'est un sacré morceau auquel je m'attaque. Évidemment, on va se concentrer notamment sur Hadès et Perséphone aujourd'hui, dont je vais te faire la critique. Mais on va commencer de suite avec le résumé, étant donné que je viens de te faire, comme je le disais, une vidéo récap beaucoup plus qualitative que ce que je peux te présenter là. Pour le résumé, je vais proposer exclusivement celui du tome 1 de la saga Hadès et Perséphone, étant donné que je ne vais pas donner d'éléments de spoil et que je suis persuadée qu'il n'est pas nécessaire de parler plus que cela. Perséphone naît la déesse du printemps qu'en titre. Depuis qu'elle est toute petite, les fleurs se ratatinent à son contact. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, elle espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied dans une boîte de nuit clandestine pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux. Hadès, le dieu des morts, a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris favoris sont réputés impossibles. Mais rien ne l'a jamais intrigué autant que la déesse qui lui offre une aubaine à laquelle il ne peut résister. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des morts et ses conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain où elle perdra sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour le dieu des ténèbres grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Comme l'indique le résumé que je viens de te lire, cette série nous confronte à une réécriture de mythes grecs avec un univers contemporain où les dieux cohabitent avec les humains et leur existence est révélée à tous. De là, il est évident que ce récit ne sera qu'une revisite et non une retranscription ligne par ligne de ce mythe. Il y a malgré tout plusieurs éléments essentiels de ce mythe originel qui sont retranscrits, notamment Hadès éperdument amoureux de la jeune déesse, Perséphone contrainte de vivre aux enfers avec Hadès, la colère de Déméter concernant cette union et qui déclenche des événements naturels extrêmement graves. On a une allusion au temple de cette dernière et également on a la notion des pouvoirs d'une force incommensurable entre la magie de vie de Perséphone et la magie de la mort d'Hadès. Il y aura donc forcément des différences notables, mais l'auteur n'a jamais prétendu transposer 100% cette mythologie de manière stricte. Des éléments sont modifiés, ainsi que la temporalité de certains événements, pour les besoins de l'histoire. Pour les puristes, effectivement, ce roman sera clairement déstabilisant, voire même une hérésie, selon certains commentaires que j'ai pu lire, qui n'ont clairement pas pris de gants pour critiquer cette œuvre. Pour le sens de la lecture, j'aurais tendance à conseiller de lire les deux séries alternativement, c'est-à-dire de commencer par le premier tome d'Hadès et Perséphone, puis poursuivre par le premier tome d'Hadès, la saga, et ainsi de suite recommencer pour chaque tome. La principale particularité entre les deux séries, c'est que pour Hadès et Perséphone, Hugo Roman a décidé de la classer en new romance, tandis que la saga d'Hadès est classée en tant que romantésie. En effet, Hadès et Perséphone est un roman
de classification érotique avec des éléments mythologiques qui arrivent par-ci par-là, mais il y a une forte présence de scènes de smut très graphiques qui peuvent mettre à mal certains lecteurs de par leur nombre important et de plus en plus présentes au fur et à mesure des tomes. Pour autant, les dieux ont toujours eu cette réputation d'hypersexualité quelles que soient les époques, et je n'ai pas trouvé ça particulièrement déconnant de conserver cet état d'esprit, surtout avec un dieu tel que Hadès qui est millénaire et qui a tout vu, tout vécu. C'est difficile de l'imaginer candide sur ce sujet notamment. Tandis que la saga d'Hadès est catégorisée par Hugo Roman comme de la romantaisie. En effet, cette trilogie-là, certes, nous avons le point de vue de Hadès sur exactement la même histoire vécue par Perséphone, mais nous avons aussi la découverte de tout l'univers mythologique d'Hadès, dont Perséphone est encore une néophyte et dont il est naturel qu'elle ne sache pas grand-chose. Avec Hadès, on y découvre une profondeur plus générale concernant la mythologie, les personnages et les enjeux. Ensuite, Hugo Roman a fait le choix de garder les titres originaux de chacun des tomes, choix assez judicieux à mon sens car la traduction aurait retiré l'aspect poétique de chacun des titres. Les couvertures sont très belles pour la saga d'Hadès et Perséphone avec un fond de fleurs et un ornement de métal avec des narcisses, je pense, entremêlés dans un raffinement exquis. Les couleurs changent en fonction des tomes. Pour les couvertures de la saga d'Hadès, elles sont particulièrement plus sobres que celles d'Hadès et Perséphone avec des volutes de fumée quel que soit le tome, une couleur bien distincte par tome et chaque tome retrouve une relique d'Hadès. Donc pour le tome 1, il s'agit de sa couronne, pour le second, il s'agit de son bidon et pour finir, il s'agit de son casque de Cunée. Pour la mise en page, nous avons en début de chapitre une seule et unique illustration. Pour Perséphone, il s'agit des fleurs d'ornement en métal, tandis que pour Hadès, il s'agit de sa relique en fonction du tome. Même s'il s'agit de point de vue de Perséphone et de Hadès, les romans sont écrits à la troisième personne du singulier. Ça peut être très particulier, le tome 3 de la saga d'Hadès apporte quelques changements sur ce style d'écriture car il n'est plus le seul personnage à intervenir. En effet, Scarlett Sinclair a incorporé de nombreux chapitres dont le point de vue de Dionysos et Thésée sont rajoutés. Il y a, selon les tomes, des avertissements pour des scènes pouvant toucher la sensibilité de certains lecteurs par des événements peu enviables ou problématiques au niveau de la société. D'habitude, il est vrai que je préfère les romans où les protagonistes sont leurs propres narrateurs. Ici, comme je le mentionnais précédemment, les faits sont relatés à la troisième personne du singulier, même s'ils suivent effectivement un seul protagoniste en particulier, donc Hadès ou Perséphone principalement, hormis pour le troisième tome de Hadès. Cet élément peut créer des difficultés à entrer totalement dans l'histoire, notamment au sein des personnages. On est vraiment là en tant que spectateur d'action et non comme celui qui la vit. Et j'ai été assez agréablement étonnée de ne pas être plus dérangée que ça par cette notion. Malgré cela, l'écriture est extrêmement fluide, je me suis pas sentie en difficulté malgré le fait que je ne sois pas une fervente admiratrice et fine connaisseuse de la mythologie, notamment avec le point de vue d'Hadès qui apporte beaucoup plus les mythes, les divinités, les monstres, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est vrai que je me suis pas du tout sentie en difficulté, bien au contraire, j'ai été très gentiment incorporée à cet univers et j'ai franchement pas eu de difficulté outre mesure pour tout comprendre, tout découvrir, il n'y a pas eu de soucis. J'ai été prise dans un engrenage où je me suis retrouvée à lire les 6 tomes en 8 jours, donc je me suis lu quasiment 2000 pages. Je n'arrivais clairement pas à lâcher cet univers qui me plaisait tant et notamment qui m'a fait découvrir du coup la mythologie et de multiples symboliques dont on parlera plus tard dans la vidéo avec les chemins de réflexion que je te proposerai. Il y a beaucoup de descriptions, personnellement ça ne m'a pas dérangée mais je sais que ça peut être quelque chose qui rebute les lecteurs et l'histoire a mis un peu de temps à se lancer mais selon moi il n'est jamais évident d'implanter un décor de fantasy en 100 pages sans bâcler le tout et je trouve que l'auteur s'en est vraiment bien tiré de ce côté-là. À la fin de certains de ses romans, Scarlett Sinclair nous étaye ses choix concernant certains mythes utilisés au sein de l'écrit et les changements effectués. Elle nous permet également de donner des précisions sur les mythes originels
et quelques notions qui nous auraient filées entre les lignes. Concernant les personnages, on va commencer par Perséphone, évidemment, qui est présentée au début de roman comme une jeune femme ignorante et très immature de par l'éducation que sa mère lui a transmise, Déméter, déesse de la moisson. Cette dernière a écarté sa fille du monde divin à tel point que personne n'a connaissance de cette nouvelle déesse qui est née plus de 20 ans plus tôt, et la jeune fille semble ne pas avoir de pouvoir. Du moins, il serait en dormance. Et c'est délicat d'être la déesse du printemps et de faire dépérir toutes les fleurs qu'elle touche. Elle est une jeune femme extrêmement discrète, avec très peu d'assurance en elle et qui ne cherche qu'à s'émanciper et se dégager de l'emprise néfaste que sa mère exerce sur elle depuis le début de son existence. Elle est passionnée de journalisme et elle souhaite en faire son métier. Déméter n'a plus d'autre choix que de laisser sortir sa fille de sa cage dorée pour que cette dernière puisse en fait vivre dans le monde des mortels de manière incognito comme elle le souhaite. Perséphone est l'amie de Lexa qui est une coloc humaine un peu déjantée et pleine de vie. On a la sensation qu'il s'agit d'une jeune femme extrêmement solaire et elle va être clairement un point d'ancrage dans le monde humain pour Perséphone. Hadès, le dieu des enfers, est connu pour sa règle inflexible, ses luxueuses boîtes de nuit et ses marchandages impossibles. Il est habitué à tout contrôler, il n'est pas préparé à découvrir que les moires ont choisi Perséphone, déesse du printemps, pour devenir sa future épouse et la future reine des enfers. Il est caractérisé comme un personnage extrêmement froid et calculateur par les humains et il ne cherche pas forcément à se décaler de cette image qu'il renvoie malgré les essais de Perséphone pour qu'il change cette réalité auprès des humains car il est en réalité un personnage extrêmement compatissant et bienveillant envers les humains et surtout envers son peuple, les morts. Cependant, Hadès reste aussi le maître du Tartare où il torture pour l'éternité des âmes qui ont été violentes ou malveillantes durant leur vie sur Terre. C'est un dieu extrêmement puissant, il fait partie de la triade olympienne avec ses deux frères Zeus et Poséidon. Bien que très imagée, la relation amoureuse entre les deux personnages se construit relativement sur des bases saines. Il n'y a ni violence conjugale, ni relation toxique entre les deux personnages. Certes, Perséphone rencontre Hadès dans le cadre d'un marché plus que déséquilibré en sa défaveur, mais le reste de la relation se construit sur des bases où les personnages sont en connaissance de cause, des secrets et les acceptent. Le dieu des enfers est dans une dynamique de permettre à Perséphone de s'élever et de l'aider à débloquer ses pouvoirs dormants. On découvre au cours des tomes d'autres dieux tels que le charmant Hermès, le grand Apollon, la terrible Héra, Aphrodite, Héphaïstos, Arès. C'est loin d'être une liste exhaustive, mais c'est pour pointer le travail colossal qu'a effectué l'auteur dans l'entrelacement de tous ces mythes et légendes. On découvre également les titans rescapés qui ont combattu auprès des dieux olympiens lors de la titanomachie, notamment Hécate et Hélios, qui sont des personnages dont on va entendre parler à plusieurs reprises. La titanomachie est vivement relatée au sein du coup de l'histoire et crainte par tous les dieux. Il s'agit de la dernière grande guerre qui a séparé les Olympiens et les titans afin de les renverser et ça a été une guerre divine extrêmement violente. On aborde également la thématique des demi-dieux qui sont un réel danger pour la société contemporaine dans cette intrigue. De nombreux mythes secondaires sont relatés tels que ceux de Leucée, de Daphné et Apollon, Hélène de Troie, Méduse, les travaux d'Hadès qu'il doit accomplir en miroir aux 12 travaux d'Hercule. L'univers nous présente également des monstres tels que le Minotaure, l'Hydre, Arachné et les Cyclopes. Bref, un condensé d'êtres surnaturels plus originaux les uns que les autres. Pour les chemins de réflexion, j'aurais vraiment adoré avoir un échange avec Morgane Moncomble concernant ces sagas. Tu dois te demander pourquoi j'aborde cet auteur en parlant d'Hadès et Perséphone. Eh bien la raison est toute simple, c'est que Morgane Moncomble a rédigé dans le cadre de ses études de lettres à la Sorbonne un mémoire concernant la réécriture des mythes gréco-romains au sein d'une société contemporaine. Et clairement, la réflexion était juste parfaite
pour ce sujet-là. Et j'aurais aimé connaître sa réflexion concernant le travail d'écriture de Scarlett Sinclair, et notamment lorsque Hadès et Perséphone, la saga, est restée malgré tout une saga vivement critiquée et controversée. Il n'y a pas de demi-mesure dans les commentaires que j'ai pu trouver, soit le lecteur adore, soit il déteste, mais il y a toujours des avis extrêmement tranchés. La notion de divinité a été traitée de manière extrêmement intéressante selon moi. Il est question en filigrane de notre société en réalité, avec des problématiques liées à la popularité, à la réussite, l'image que cela renvoie aux petits mortels et l'impact aussi que ces célébrités peuvent avoir sur l'existence de tout un chacun. Entre amour et haine, il n'y a qu'un pas, et on a clairement la reconstitution de ceux prêts à vénérer ces dieux et ces célébrités et ceux qui les haïssent, quitte à les mettre en danger intentionnellement. Deux pans sont notamment traités, la fascination féminine pour les hommes de pouvoir et, dans un second temps, le rapport à la célébrité. Notamment un parfait mélange entre pourquoi les humains se complaisent, notamment à travers les réseaux sociaux, de se montrer la presse à scandale, et ce qu'on pourrait faire nous, au jour d'aujourd'hui, d'idolâtrer des chanteurs ultra connus, des acteurs, sauf que les célébrités du monde de Scarlett Sinclair ont des pouvoirs potentiellement mortels pour les humains. Perséphone se cache parmi les mortels en refusant de révéler sa véritable identité. Elle se met en danger et renie en fait ses origines, sa personnalité et son entièreté en somme. Le souci, c'est qu'en n'acceptant pas vraiment ce qu'elle est, elle n'arrive pas à être totalement heureuse et à s'épanouir. Et elle va comprendre que c'est en s'acceptant qu'elle pourra vraiment s'ouvrir aux autres et pouvoir évoluer. Et enfin, au sein de cet homme, la thématique des mariages arrangés ou illégitimes y est abordée, ainsi que la maternité dans sa globalité. Concernant mon avis personnel, pour moi c'est une saga totalement réussite, autant celle de Perséphone et Hadès, et le point de vue de Hadès. Si je devais en choisir qu'une, je pense que je choisirais la deuxième saga, donc la saga d'Hadès. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de mythologie et pour moi c'est beaucoup plus complet, même si j'ai adoré Hadès et Perséphone. J'ai trouvé par contre l'intrigue assez simpliste dans le sens où c'est toujours plus ou moins la même trame qu'on retrouve dans ce type d'écrit, avec une jeune femme qui a des pouvoirs dormants ou qui n'en a pas, qui doit les développer, qui ne se connaît pas, qui doit gagner confiance en elle. Un protagoniste tierce va venir l'aider à s'émanciper et à devenir un grand personnage. Pareil, on s'attendait à l'amour entre Hadès et Perséphone, c'est dit dès les premières lignes, voire même la 4e de couverture. Il n'y avait pas de surprise de ce côté-là. Malgré ça, j'ai trouvé l'intrigue extrêmement intéressante de par les mythes qui s'imbriquent parfaitement selon moi. Néophyte comme je suis, ça ne m'a pas du tout dérangée, ne connaissant pas les mythes d'origine, de les découvrir de cette manière. Alors je garde en tête que ce ne sont pas les vrais mythes, mais franchement j'ai adoré. Concernant les personnages, évidemment j'ai une place particulière pour les deux protagonistes principaux, Hadès et Perséphone, qui sont juste waouh. Perséphone est attachante de par sa naïveté, sa gentillesse, elle cherche le bien dans tout le monde et elle se méfie pas, c'est vraiment quelqu'un de pur. Et Hadès qui en fait est capable de brûler le monde pour elle parce qu'il l'aime, mais il reste un personnage extrêmement compatissant, bienveillant, mais qui peut devenir extrêmement noir pour venger les innocents, notamment dans le Tartare où il se fait un malin plaisir de torturer certaines vilaines âmes, voilà. Et dans les personnages secondaires, évidemment, j'en ai quelques-uns que je préfère plus que d'autres, notamment Hermès, j'ai adoré. Hécate, c'est ma préférée. Franchement, Hécate, franchement, ça pourrait être ma copine dans la vraie vie. Je l'ai vraiment adorée. Voilà, dans les divinités, il y a aussi Apollon, où je commence un petit peu à m'attacher là, au fur des 3 derniers tomes. C'est vrai que je commençais vraiment à m'y accrocher. Il a quelque chose d'attendrissant. Et au niveau des humains, j'ai beaucoup aimé Lexa.
Voilà pour mon avis global. Pour moi, c'est un avis extrêmement tranché, comme je pouvais le dire, hein. C'est vrai, on aime ou n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Comme je le disais, je me suis lu quasiment 2000 pages en une semaine. J'ai vraiment eu mon petit coup de blues quand j'ai fini les 2 trilogies en me disant purée, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça y est, c'est fini. Hadès me manque, Perséphone me manque et surtout Hécate me manque. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir en janvier la version française. Franchement, il y aurait eu plus de temps entre la sortie anglaise en décembre et la version française en janvier. Je me serais peut-être donné la peine de le lire en anglais, mais là du coup je vais patienter un petit mois et puis je l'aurai en français. Voilà, et puis là pour l'instant je ne l'ai lu qu'en liseuse, mais il est clair, les 2 séries vont venir sur ma bibliothèque parce que je pense c'est mon coup de cœur mythologique, hein, voilà, donc je pense qu'elle va vraiment venir cas échéant sur ma bibliothèque et j'en serai vraiment extrêmement fière. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce concept. Effectivement, j'ai fait sauter la vidéo de la semaine dernière parce que j'avais beaucoup de travail pour monter cette vidéo, notamment les recherches au niveau de la FAQ en fait que je t'ai faite pour Scarlett Sinclair parce que tout était exclusivement en anglais. Ça a été très compliqué pour moi de tout traduire parce que je suis loin d'être anglophone pour dessous et Google Traduction a vite ses limites quand même, donc il a fallu se plonger dans les dicos, voilà, les tournures de phrases. C'est vrai que moi je pratique pas du tout d'anglais et je suis sortie du système scolaire déjà il y a 6 ou 7 ans, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais je me suis accrochée. Je suis quand même super fière du travail que je peux te proposer de manière totalement humble, hein, mais c'est vrai que pour moi c'est quand même un dépassement de soi de pouvoir proposer une traduction française de texte anglais, sachant que je me tapais des 4 en anglais. Donc en attendant, pour découvrir la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas si c'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo afin de ne pas louper les prochaines sorties. Et tu peux me retrouver également la semaine avec diverses publications sur mes comptes Instagram et TikTok. Je t'y attends et je te dis à très bientôt et bonne lecture.